VDI. Bruxelles-Metula. Stéphane Juffa, bonjour. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, avant de rentrer dans l'analyse de l'actualité israélienne mais internationale, je voulais vous demander quelle est la situation à Metula. On vous avait eu en début de semaine, c'était très chaud avec ces tirs syriens perdus qui tombaient dans le Golan. Aujourd'hui, quelle est la situation ? C'est calme, c'est très calme même, soleil, douceur. Ça fait déjà 2 jours qu'on n'entend plus tonner le canon du Golan. Ce qui était assez impressionnant, c'est que le théâtre des opérations là-bas se situe à 25-26 km de la rédaction. Et puis, suivant les régimes de vent, on entendait les booms comme si c'était juste à côté. Et puis, on était aussi avec une équipe de reporters de la MENA, on était sur place. On s'est même fait virer par l'armée parce qu'on était pratiquement au milieu des combats. Et ce qui nous a semblé bizarre, c'est il nous semblait qu'on entendait moins bien les explosions quand on était à 300 mètres d'elle. Quand on était assis à la rédaction de Metula, puis c'est vraiment un effet du vent. Mais la situation s'est bien calmée, il y a eu beaucoup de morts, les rebelles parlent de 100 morts dans l'armée gouvernementale syrienne et de plus de 250 blessés. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est le bilan des combats. Dernier point à ce sujet, les lits n'ont pas bougé, c'est-à-dire qu'ils se tirent dessus, ils se tuent, mais ils sont pas bons dans la guerre en mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun village, aucune ville de la région de Quneitra qui a changé de main. Ils se tirent juste dessus, mais ils sont pas capables de manœuvres de mouvement. Et ça fait maintenant déjà plusieurs années, en fait, que la situation est statique dans la partie syrienne du Golan, juste à côté d'Israël. Et pour avoir une idée, on se bat à 500 mètres de la frontière. On était nous à 200 mètres des combats. Mais maintenant, depuis 2-3 jours, c'est le calme et puis ça nous dérange pas trop, on peut dormir. Bah oui, Stéphane, vous l'avez bien mérité après tout. On va revenir au conflit syrien dans un court instant avec la situation à Mossoul, mais aussi à Raqqa. Mais je voulais vous poser tout de même une question, Stéphane, sur notre grand sujet du matin dans VDI. C'est ce fameux débat en Israël sur cette zone mixte de prière au mur des lamentations, mais également sur les conversions qui se veulent réserver exclusivement aux ultra-orthodoxes. Alors on est revenu en détail avec les avis de 3 rabbins ce matin sur Radio Judaïka. Stéphane, je voulais avoir votre analyse de la société israélienne. Alors je crois que nos auditeurs commencent à connaître votre point de vue, mais ce que j'aimerais que vous tentez de nous décrire, c'est comment se comporte la société israélienne. Est-ce qu'on sent un clivage ou est-ce que le clivage, c'est plutôt Israël et diaspora ? C'est plutôt Israël et diaspora et c'est plutôt des questions qui sont importantes à Tel Aviv et à Jérusalem, Jim. Ici, en périphérie, c'est beaucoup la périphérie en Israël, on se pose pas ce genre de questions. On est juif. Je sais pas combien de personnes à Kiryat Shmona, à 12 kilomètres d'ici, ville de développement de 25 000 personnes, savent ce que c'est que la communauté libérale ou conservatrice pour les gens ici. Juif, c'est juif. Et puis juif, c'est aussi orthodoxe. Même on suit ou on suit pas. Mais il y a quelque chose dans l'air qui dit que le judaïsme qui nous a amenés jusqu'à maintenant, c'est le judaïsme orthodoxe, puis les autres judaïsmes, c'est pas vraiment des juifs, c'est des sortes de mutants, c'est des étrangers, etc. Mais là, je parle surtout pour les intellectuels des grandes villes de Jérusalem, de Tel Aviv, les courants politiques. Alors pour eux, c'est important. Et puis pour nous aussi, c'est important, Jim, parce qu'on est en train de se couper des libéraux et des conservateurs. Conservateurs, ils pèsent pas très lourd, mais les libéraux en Europe et surtout aux États-Unis, c'est une force colossale. Alors, on n'est déjà pas nombreux, les Israélites dans le monde. On a à peu près 14 millions d'après les chiffres que je connais. Alors, si on se divise encore, on en a besoin vraiment de toutes les énergies. Et Israël, particulièrement, a besoin de toutes les énergies. Elle a besoin de sentir un peuple uni, des cousins unis, et qui se bagarrent pas pour des raisons futiles. Mais en fait, la problématique vient des orthodoxes qui ne veulent absolument partager aucun pouvoir, que ce soit dans le gardiennage des sites ou que ce soit dans la présence à la Knesset, ou encore les règles très strictes de séparation entre
les hommes et les femmes, et surtout la conversion. La conversion, c'est pas seulement un problème ou une question de Torah et de halakha, c'est aussi une source de revenus énorme, parce que ceux qui veulent se convertir dépensent d'énormes sommes qui sont liées à des budgets d'intégration. Enfin, on parle ici de centaines de millions de shekels annuellement, et on comprend pourquoi les orthodoxes veulent garder ce gâteau. Mais je crois, d'après des expériences, je suis vraiment pas en spécialiste du sujet, mais qu'une conversion conservatrice ou libérale faite à l'étranger est reconnue en Israël, qui pousse beaucoup de gens dont la judaïté n'est pas reconnue à aller, par exemple en Belgique, passer une conversion libérale, puis ils reviennent avec un certificat de judaïté qui est accepté ici parce que ça s'est passé loin, donc ça importe un petit peu moins aux orthodoxes. Oui, il y a l'armée aussi qui facilite certaines conversions, on va dire un petit peu accélérées. Stéphane, je savais que vous auriez une analyse détaillée quand même sur le sujet, parce que c'est l'avantage avec Stéphane Juffin, on peut le lancer sur n'importe quel sujet. Mais Stéphane, j'aimerais qu'on se recentre sur un sujet que vous maîtrisez plus que les autres et plus que quiconque, c'est le conflit syrien. Alors on sait que Mossoul est tombé. Stéphane, on a beaucoup parler de la situation en Raqqa avec vous lors de nos différents entretiens dans Bruxelles Metula, mais pas que, pour aussi nos auditeurs qui vous lisent à la Metula News Agency. Stéphane, on en est où à Raqqa actuellement? Alors Raqqa, c'est pratiquement fini, Jim, dans le sens où la ville est encerclée, complètement encerclée. Elle est encerclée par les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les Kurdes. On nous demande tout le temps de parler de forces arabes et kurdes, mais c'est pas la vérité. Il y a 25 000 Kurdes, il y a 3 000 Arabes. On essaie de pas irriter les Turcs, mais ici à Metula, on rame pour personne, on s'en fiche. On rame pour vous, chers auditeurs et chers lecteurs de la MENA, et pour essayer de vous donner l'information la plus proche de la vérité. Alors, cette information, elle dit que tous les quartiers nord de Raqqa sont tombés, donc Raqqa qui est le fief en Syrie de l'État islamique. Il y a eu des manœuvres très intelligentes, des manœuvres en tenaille soutenues par l'aviation et l'artillerie de la coalition anti-Daesh, surtout les Américains. Et puis les forces démocratiques syriennes progressent à l'intérieur de Raqqa beaucoup plus vite que c'était prévu. Puis maintenant, il y avait au début de la bataille de Raqqa, la bataille décisive, il y avait 3000 défenseurs de Daesh. La question qui se pose, c'est s'ils vont tenir une semaine, 2 semaines. Mon avis, on pourra peut-être en reparler, basé sur l'estimation de Jean de Sadiq, c'est une histoire, c'est une affaire de 3 semaines avant que Raqqa ne tombe. Stéphane, on va continuer à faire des allers-retours dans la région. J'espère qu'on ne donne pas trop le tournis à nos auditeurs. Mais j'aimerais qu'on revienne à votre frontière, Stéphane, dans le nord d'Israël, près de Metula, avec notamment le Liban. Alors, on sait que les États-Unis accusent, on l'a entendu il y a un instant avec le Flash Info d'Elsa Hassoun, les États-Unis accusent l'Iran de ne pas respecter l'accord nucléaire iranien, notamment avec leur tir de missiles balistiques. L'Iran, on va en parler avec vous, Stéphane, à travers leur Hezbollah. Concrètement, quelle est la position iranienne en ce moment à la frontière avec Israël dans le Golan? On se dit qu'il y a à peu près 7000 soldats réguliers syriens dans toute la Syrie. Le Hezbollah, c'est le jouet de Téhéran, c'est les supplétifs de Téhéran. Alors eux, ils sont 7000 à peu près, leurs forces d'élite, ils sont donc libanais, le Hezbollah, ils combattent en Syrie, ils combattent les rebelles, ils combattent Daesh, il n'y a plus grand chose à combattre comme on l'a vu il y a quelques instants. Et puis ils combattent aussi les Kurdes, ils combattent les pro-américains. Enfin, ils font la guerre pour le régime de Bachar al-Assad. Ils font la guerre surtout pour l'hégémonie iranienne. Alors, vous l'avez dit, on le répète, la grande mosquée à Mossoul, à partir de laquelle al-Baghdadi appelait à la création d'un État islamique qui couvrirait l'ensemble de la Syrie et de l'Irak, cette mosquée est tombée. Ça veut dire que Mossoul est pratiquement tombée, mais elle est tombée non pas aux mains d'une armée gouvernementale irakienne
qui serait en mélange entre sunnites et chiites. Il faut savoir que le gouvernement central irakien est chiite, que c'est lui aussi une marionnette de Téhéran. Et maintenant, après cette victoire de Mossoul, c'est plutôt l'inquiétude qui prime pour les Européens, les Américains, les Israéliens, parce qu'on voit déferler cette armée gouvernementale irakienne vers la frontière syrienne. On voit des bandes armées chiites qui sont commandées directement par des officiers iraniens qui déferlent également vers cette frontière. En passant, ils mordent un petit peu dans le territoire kurde, des Kurdes d'Irak. Et on est passé plusieurs fois à côté d'escarmouches, il y en a même eu. Et c'est une crainte, c'est de voir la guerre changer simplement d'orientation géographique et opposer les Kurdes avec leur soutien occidental au gouvernement central d'Irak, chiite, qui est en fait le représentant de l'Iran. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui intéresse? On a dit, Raqqa est sur le point de tomber, Mossoul est tombé, il y a un véritable nouvel enjeu qui est Deir ez-Zor. Alors, Deir ez-Zor, c'est une ville dans laquelle il reste 100 000 habitants en gros. Elle se situe sur l'Euphrate, à 125 km au sud-est de Raqqa. Elle est contrôlée à moitié par l'État islamique et à moitié par les forces de Bachar al-Assad, mais qui sont complètement encerclées depuis 2 ans. Et tout le monde dans la région court et veut être le premier à se saisir de Deir ez-Zor, parce que Deir ez-Zor se situe à quelques dizaines de kilomètres de la frontière, cette fois irakienne. On est en Syrie, Jim à Deir ez-Zor, et en fait, celui qui contrôle Deir ez-Zor va contrôler la frontière. Alors, pour la coalition, pour les Kurdes, être les premiers à la frontière, ça signifie empêcher l'expansion syrienne. L'expansion syrienne qui vise la création de cette fameuse autoroute chiite qui relie dans un couloir de souveraineté Téhéran à Bagdad, à Damas et au Liban en passant par le Golan. Hein, les soldats arrivent par ici, les armes arrivent également par ici. Donc les Iraniens saisissent tout à fait l'intérêt de cette chose et ils veulent maintenant à l'endroit le plus chaud, c'est-à-dire l'endroit où cette autoroute chiite doit traverser la frontière entre l'Irak et la Syrie. Eh ben ils veulent être présents et leurs adversaires ne veulent pas qu'ils soient présents. Alors ceux qui viennent interférer dans ce calcul, ce sont les Russes. Et les Russes qui sont en train d'empêcher les fuyards de Daesh de Raqqa de traverser l'Euphrate et de se regrouper à Deir ez-Zor. Ils veulent bien entendu qu'il y ait moins de défenseurs et ils s'approchent. On a une course-poursuite, on se croirait presque si c'était moins tragique en sport. Au nord de l'Euphrate, on a les Kurdes des forces démocratiques syriennes et leurs alliés soutenus par la coalition qui se dépêche d'en finir avec Raqqa pour porter les stockades à Deir ez-Zor. Et au sud de l'Euphrate, à quelques kilomètres, à 40 kilomètres des premiers, eh bien, on a l'armée gouvernementale de Bachar al-Assad, le Hezbollah, les soldats iraniens qui font la même course-poursuite en parallèle des deux côtés des rives de l'Euphrate pour être les premiers à arriver à Deir ez-Zor. Et on pense aussi ici, parce qu'il y a des avions dans le ciel des deux groupes, hein, on se dit que ce serait pas mal qu'ils se tapent pas sur la figure en arrivant à Deir ez-Zor. Rien n'est moins sûr, il y a des escarmouches tout le temps. La semaine dernière, eh bien, les Iraniens, depuis l'Iran, depuis la ville de Kermanshah, à 450 km de là, en Iran, ont tiré 8 missiles Sulfikar sur la Syrie, sur Deir ez-Zor. Alors, ce qu'on a appris à la MENA, c'est que sur ces missiles, il y en avait seulement 3 qui étaient tombés et qui avaient explosé en Syrie. Et en plus, ils avaient complètement manqué leur cible. On a beaucoup ri à l'état-major israélien. Vous savez, parce qu'on en parle souvent, que les missiles israéliens ont une exactitude de moins d'1 mètre par rapport à leur cible. Donc ça nous a un petit peu revigoré, donné
donné de l'espoir en se disant que les Iraniens étaient encore très loin, même si vous avez parlé des essais de missiles balistiques, ils ont encore du chemin à faire par rapport à nous. Donc, ils ont tout de même montré l'importance qu'on donnait à Téhéran, justement, à la prise de Deir ez-Zor. Et ces prochaines semaines, on va plus parler de Raqqa, on va plus parler de Mossoul, on va parler d'une guerre qui commence à dire son nom entre les chiites et les sunnites. Les premiers, la course-poursuite pour arriver, pour être les premiers à Deir ez-Zor. Et cette bataille de Deir ez-Zor est plus importante que la prise de Mossoul et la prise de Raqqa, parce qu'elle va nous donner le ton pour déterminer qui sera l'empereur, le successeur de l'État islamique dans la région. Est-ce que ce sera les forces liées aux États-Unis ou est-ce que ce seront les forces liées à l'Iran et aux Russes? Et puis, pour terminer sur ce sujet, ce qu'il y a de cocasse, c'est que ce sont les Américains principalement qui ont aidé les forces chiites à enlever Mossoul en leur donnant notamment du matériel et des appuis. Indirectement, les États-Unis ont aidé les Iraniens à prendre Mossoul. C'est l'un des héritages de la politique complètement loufoque de Barack Obama. Et puis maintenant, il faut se ressaisir. Et c'est très compliqué peut-être pour nos auditeurs, mais ça l'est encore plus pour les Américains, surtout les politiciens. Ils comprennent pas exactement ce qui se passe. Ceux qui comprennent ce qui se passe, ce sont les Russes, ce sont les Iraniens, ce sont les groupes chiites et ce sont les grands pays arabes, sunnites et Israël qui sont tout à fait conscients de l'enjeu et qui sont sur les dents et pensant et ce qui nous amène à croire qu'on serait pas loin d'un affrontement assez violent, en tout cas l'affrontement qui nous attend dans toute la région pour ces prochaines semaines et ces prochains mois. Stéphane, il nous reste encore 2 très courts sujets à détailler avec vous, donc je vais vous demander d'être assez bref. Je vais essayer de l'être également concis dans ma question. Stéphane, on a Narendra Modi, le Premier ministre indien qui arrive en Israël dans quelques jours. La seule question que j'ai à vous poser là-dessus, pourquoi est-ce que c'est important cette visite ? C'est important cette visite parce que beaucoup d'économistes à qui on a parlé pensent que l'économie indienne, c'est une économie grandissante qui pourrait devenir la première au monde. Alors on est assez loin de ça pour le moment, c'est le 130e pays au monde au niveau du développement économique. Ça reste un pays pauvre, mais un pays qui a une ascension économique fulgurante. Et puis j'ai une réponse assez drôle, mais qui dit tout à l'interrogation que vous m'avez posée. Ça vient justement du bureau du Premier ministre indien. Et écoutez bien parce que c'est significatif. Il dit quand Marrakech au Maroc et le Bangladesh en Inde, vous voyez les milliers de kilomètres, eh bien Israël et l'Inde sont à la fois les 2 seules démocraties et les 2 seuls pays non musulmans. Alors dans ces conditions, comment voulez-vous que ces 2 pays, ces 2 démocraties et ces 2 pays non musulmans ne s'entendent pas? Ils échangent 2 milliards de dollars par année, ça c'est officiel. Et puis ils développent des armes en commun parce qu'on a un petit peu les mêmes adversaires. L'Inde a le problème avec le Pakistan. L'Inde a acheté des systèmes qui découlent du Khetz, de la flèche, du missile antimissile balistique, de nombreux équipements israéliens. Puis en Israël, on manque de place pour développer certaines armes, surtout les missiles à longue portée. Alors, on a un accord avec la marine de l'Inde, et on fait nos essais à partir de bateaux de cette marine d'Inde. À part ça, il y a le tourisme, il y a 20 millions d'Indiens qui se déplacent dans le monde chaque année. On aimerait bien en avoir quelques-uns, au moins 1 million. Il y a le recyclage de l'eau et l'agriculture, très important en Inde. Il y a beaucoup d'eau, mais qui viennent des moussons, mais c'est de l'eau sale. Il faut tout nettoyer. On est des spécialistes mondiaux. Donc c'est un partenaire déjà privilégié. Et puis lors de cette visite qui commence donc le 4 juillet, et c'est la première visite d'un chef d'État indien en Israël, on va essayer de les étendre. Puis on fait tout, on s'est bien préparé pour cette visite. On va annoncer de gros contrats. L'idée, ce serait l'année prochaine de doubler les échanges avec l'Inde, mais on est de très bons partenaires entre les 2 pays.
Stéphane, il nous reste quelques secondes pour parler de football avec une bonne et une mauvaise nouvelle pour le football israélien. Alors, la bonne nouvelle, c'est les deux résultats positifs pour Israël. La mauvaise nouvelle, Stéphane, c'est qu'il faut tout de même le préciser à nos auditeurs, quand votre reprise footballistique européenne est encore au mois de juin, ça en dit long sur le classement européen de votre pays. On est redevenu un petit pays au niveau du football. Mais c'est pas grave, il y a des équipes d'Ukraine, de Biélorussie qui arrivent assez régulièrement au quart de finale ou même en demi-finale des compétitions européennes, qui entrent en lice à ce stade parce qu'elles n'ont pas beaucoup à ce stade de la compétition parce qu'elles n'ont pas beaucoup de grandes équipes et les résultats de l'équipe nationale qui donnent des points pour entrer dans ces compétitions sont pas terribles. Là, on va respecter votre requête. D'abord, Maccabi Tel Aviv a péniblement battu Tirana à Tel Aviv hier 2-0. C'était pas terrible. C'est un match très moyen, surtout que Tirana, qui a remporté la Coupe d'Albanie, est descendu en deuxième division. Alors sur le terrain, on voyait pas vraiment une équipe de première division israélienne qui arrivait deuxième l'année dernière au championnat israélien contre une équipe de deuxième division albanaise. C'est assez moche, ça paraît assez mou, ça promet pas grand-chose. Et puis alors, ce qui nous a passionnés quand même, c'est le match entre le Beitar de Jérusalem et le Vasas, ou Vachash, qui est une des grandes équipes historiques de Hongrie, mais qui a effectivement beaucoup baissé. On dirait que la Hongrie et Israël traversent la même crise footballistique énorme depuis longtemps. Ils n'arrivent pas à sortir. Depuis pas si longtemps que ça, Stéphane. Moi, j'ai un souvenir d'un Belgique-Hongrie en huitième de finale de l'Euro de football l'année dernière. Donc, je pense que pour les Hongrois, ça va quand même un petit peu mieux que pour les Israéliens en ce moment. Stéphane, je vais vous demander de conclure parce que là, il est 8h passé de 29 minutes et on parle toujours football. Je vous laisse conclure. Je conclus. Alors, je conclus pour dire ce qui nous a excités. 5 minutes avant la fin, les Hongrois menaient 3-1. On pensait que c'était fini à la fois du match et de la carrière européenne de Beitar à Jérusalem pour cette année. Et ils ont marqué 3 buts en 5 minutes. Et ils ont pour gagner le match 4-3. C'était très excitant, c'était palpitant. Le match n'était pas d'un niveau extraordinaire. Mais au moins, on a eu du suspense, Jim. Voilà, le miracle de Hanouka pour le Beitar Jérusalem en plein mois de juin. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous ce matin dans VDI. Vous serez encore avec nous cet été, le vendredi, pour vos